Il faut savoir que j'ai redoublé ma troisième. J'ai eu, en plus de ça, 2 fois mon brevet parce que ma professeure principale, lorsque j'étais en troisième au collège, ne souhaitait pas que je poursuive un lycée ou que j'aille dans une seconde générale, pardon, et voulait m'envoyer en bac pro. Et c'est pour ça que j'ai eu cette envie de partir à l'étranger. Et partir à l'étranger a été vraiment un moment décisif pour tout, parce que avoir eu cette expérience de 4 ans en Angleterre, donc une grande ville, Londres, anglophone, alors que moi je suis née, j'ai grandi dans une petite ville française dans le sud de la France, ça a été un gros choc. Il me dit, moi il y a 20 ans de ça, j'étais vigile de cette banque-là. Wow. Donc ça, c'est vraiment des success stories, et ça, c'est des trucs tout bêtes, hein, mais le cerveau, il intègre. Il se dit, mais en fait, si cette personne-là qui était vigile, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, etc., a réussi à mettre en place autant d'initiatives comme celle-ci et à réussir à une carrière à succès comme celle-là, ben moi aussi, je peux le faire. Bienvenue sur Ami Parcours, le podcast. Je m'appelle Yannick et j'ai le plaisir de t'accueillir sur cette plateforme qui a pour but de mettre en lumière et valoriser des parcours de vie. Curieux de nature, ouvert aux rencontres et à l'échange avec mon prochain, j'ai décidé de créer ce programme afin de partager avec toi qui m'écoutes ces conversations enrichissantes, inspirantes et tellement pleines de vie. Un nouvel épisode sera publié un vendredi sur 2. Et pendant les prochaines minutes, mon invité et moi-même allons analyser son parcours personnel, professionnel ou entrepreneurial pour te donner des clés pour réussir, toi aussi, ta vie, quel que soit le domaine. Alors, sans plus tarder, découvrons tout de suite cet échange et surtout, bonne écoute! Salut Margot, comment vas-tu? Ça va, merci beaucoup. Et toi? Ça va très bien, merci. Merci de m'accorder ce moment où on va pouvoir échanger autour de ton parcours. Donc, on est sur Ami Parcours, le podcast. Je sais pas si je te l'avais dit même, je sais pas si t'as pas le nom, désolé. Bon, Ami Parcours. Donc, nous voilà, Ami Parcours. Ami de mon parcours, ami chemin de ton parcours également. Et j'aime bien commencer ce podcast en posant une question qui est: si tu devais résumer ton parcours de vie, donc qui inclut vie professionnelle et vie privée, quels sont les 3 mots que tu choisirais? Ça commence fort, hein. Ça commence très très fort, mais c'est une très bonne question. 3 mots qui me définiraient, en tout cas mon parcours, comme tu l'as dit, professionnel et privé, serait de la patience. D'accord, ok. De la résilience. Patience, résilience, ok. Et de la prise de risque. Patience, résilience et prise de risque. Pourquoi patience? Patience, parce que je me suis mis beaucoup d'objectifs assez ambitieux et j'ai parfois été frustrée ou déçue de ne pas pouvoir les atteindre dans la période que je m'étais fixée, disons. D'accord. Mais en fait, ces objectifs sont venus, on va dire, peut-être un peu plus tard, mais avec beaucoup plus d'opportunités, beaucoup plus de résultats et vraiment des actions beaucoup plus concrètes qui dépassaient même mes attentes. D'accord. Et je pense que voilà, la patience est très importante dans la construction de ce qu'on veut faire et de soi-même. D'accord, ok, génial. Pourquoi résilience? Résilience parce que, comme tout parcours, je pense, on a tous fait face à des embûches, des obstacles, des refus, des rejets. Et il faut apprendre à y faire face et à ne pas en déduire que ça nous définit, et plutôt en faire une force et se relever. Donc ouais, résilience parce que il y a eu des moments difficiles et malgré tout, on se relève et on avance et on avance avec. Génial, génial. Et pourquoi prise de risque du coup? Et prise de risque parce que il faut
il faut sortir de sa zone de confort, il faut bouger, il faut changer les lignes, il faut voir les choses différemment. Et ça, c'est beaucoup plus facile à dire qu'à faire. Ouais. On entend souvent ce mot prise de risque, mais il est difficile à mettre en action, et surtout mentalement parlant. Ouais. Mais il ne peut être que bénéfique. Bien Ça sûr. veut dire que même si la situation fait très très peur, on a toujours des résultats positifs à une prise de risque. Toujours. C'est très intéressant ce que tu dis là, parce que de toute façon, on aura le temps d'en discuter pendant tout cet épisode, mais c'est vrai que tu vois, je suis quelqu'un de très intuitif et je perçois quand même ça chez toi. Tu as toujours cette capacité-là d'aller au-devant des choses qui t'intéressent. Je me souviens quelquefois, on a eu à échanger il y a quelques mois Oui. de ça en arrière, et tu me disais oui, tu testes, tu cherches à être recruté dans un poste. Je voyais que tu allais au-devant de la chose en fait, comme si tu as toujours besoin de faire que ça arrive, et tu n'es pas dans l'attente que ça vienne à toi. Tu penses que ça vient d'où? Très bonne question. Déjà, je pense qu'on l'a tous en nous. D'accord. L'être humain est un éternel insatisfait. On a toujours besoin. Ça veut dire que même lorsqu'on atteint un objectif, on veut toujours aller un peu plus loin. Je pense qu'on l'a tous. Simplement, c'est plus développé chez d'autres personnes, justement par rapport à leur parcours de vie, leur mindset, etc. Ouais. Mais je pense que ça, c'est quelque chose qu'on a tous, déjà. Okay. Donc, à travailler. Ouais. Et je n'ai pas toujours été comme ça. Ah. J'ai été cette personne plutôt passive, cette personne qui attendait que ça tombe. Et en fait, ça s'est construit au travers de mon parcours, où j'ai senti que si je n'étais pas actrice de ma vie, et c'était pas moi qui allais chercher les opportunités, très peu allaient tomber d'elles-mêmes comme ça entre mes mains. D'accord. Donc c'est justement dans ces moments de frustration où j'ai vu que je n'avançais pas au niveau auquel je voulais être, justement, où justement j'ai parlé de ce côté avoir de la patience, etc. Ça m'a aussi permis de comprendre que, en fait, il faut aussi que j'aille chercher ce que je veux. Et donc je pense que oui, c'est tous les échecs, toutes les frustrations, les attentes que j'avais qui finalement ne sont pas venues. Je me suis dit, mais en fait, si je veux vraiment que ça arrive, il faut peut-être que moi aussi j'y mette du mien. Et c'est comme ça que j'ai atteint, on va dire, cette mentalité où c'est moi qui vais chercher ce que je veux. Et j'attends pas que ça tombe dans mes mains. D'accord, ok, génial. Ok, du coup, la question suivante, c'est qui es-tu? Et non pas que fais-tu? T'as vu la précision? Ouais, je vois. C'est très vague et précis en même temps. Alors, qui je suis? Margot, Margot Lorusso, née et grandie à Toulouse, dans le sud de la France. Maman d'origine, la Ville Rose, voilà, 4e ville de France. Une ville très agréable, où il fait très beau d'ailleurs. Ouais. Née d'une maman rwandaise et d'un papa italien-français. D'accord. Qui se sont tous les deux eux-mêmes rencontrés au Rwanda avant le tragique épisode du génocide contre les Tutsis qu'il y a eu en 1994. Et donc, du coup, c'est justement ce tragique événement qui les a fait fuir le pays et s'installer en France. Et ils ont posé leur valise à Toulouse, où je suis née, quelques temps après. J'ai passé une enfance plutôt stable, et j'ai passé toute mon enfance, adolescence et le début de mon âge adulte à Toulouse. Et ensuite, j'ai eu une envie, en fait, d'ailleurs, et j'ai donc décidé de partir à l'étranger, et j'ai posé mes valises en Angleterre, à Londres, où je suis partie toute seule du haut de mes 22 ans, je crois, ou 23. Et j'y ai passé 4 ans avant de faire un retour en France. Donc là, j'ai plutôt parlé de qui je suis géographiquement parlant. Mais c'est intéressant. Plutôt de où j'étais, où je suis. Plutôt de qui je suis. Mais voilà, je dirais que Margot, c'est une jeune femme qui a grandi dans un contexte familial assez lourd, parce que voilà, ma mère est quand même rescapée du génocide. Donc il y a quand même un lourd passif psychologique dans ma famille, qui a grandi dans une
ville de Provence, donc une petite ville où je trouve personnellement, malheureusement en France, où les ambitions et les choix de vie sont très limités. Enfin, les choix de carrière, orientation, etc., c'est assez limité, ou en tout cas, on ne nous pousse pas à voir plus loin. Et donc voilà, j'ai grandi dans tout ça et je savais que j'allais pas rester à Toulouse et que j'allais pas faire ma vie ici, bien qu'au début je pensais que c'était la trajectoire que j'allais suivre, mais je sentais au fond de moi que c'était pas là que ma vie allait se jouer. D'accord. Et c'est pour ça que j'ai eu cette envie de partir à l'étranger. Et partir à l'étranger a été vraiment un moment décisif pour tout, parce que avoir eu cette expérience de 4 ans en Angleterre, donc une grande ville, Londres, anglophone, alors que moi je suis née, j'ai grandi dans une petite ville française dans le sud de la France. Ça a été un gros choc et un gros changement, mais c'est ça qui m'a clairement ouvert l'esprit. Et je dirais que justement tout ce qui a été cité avant, résilience, prise de risque, patience, etc. Et puis même voir les choses plus grandes, aller chercher ces opportunités, c'est là vraiment où j'ai compris. C'est vraiment en ayant vécu à Londres et en voyant comment ça se passe que j'ai compris que, en effet, c'est cette mentalité-là que j'avais au fond de moi, en fait. D'accord. Du coup, ok, on va revenir dessus, mais du coup, comme je t'ai dit, la question précédente, c'était qui es-tu? Donc du coup, que fais-tu? Ce que je fais, donc... Professionnellement et oui, extra-professionnellement aussi, bien sûr, tu vois. Ouais, extra-professionnellement. les deux. Oui. Moi, j'aimerais quand même parler de mon parcours scolaire Ok. aussi. Ouais. Ah, t'inquiète, j'en venais. Hein. Tu venais? Ok. J'allais en parler, mais ouais, non, mais vas-y. Bah, je vais dire ce que je fais et D'accord. quand tu poseras la question à ce moment-là, je le raconterai parce Ok. que je pense que c'est important que ce soit précisé. Ok, d'accord. Mais ce que je fais, donc je travaille actuellement pour une ONG, une organisation voilà non-profit comme on dit, qui est une ONG anglaise, donc pour laquelle j'ai commencé à travailler justement lors de mon expérience de 4 ans en Angleterre à Londres, et je suis en charge de l'expansion française de cette ONG. D'accord, ok. Voilà, donc c'est une ONG qui travaille sur des thématiques de diversité et inclusion, plus précisément, et on essaye de donner des chances à une jeunesse qui est parfois un peu trop sous-représentée, qui n'a pas forcément toutes les clés ou tous les codes, mais qui veulent se lancer dans les industries et entreprises compétitives et élites de ce monde. Donc, je parle notamment de la finance, par exemple, métier du conseil, de la tech. Et donc, voilà. Donc, moi, je m'occupe vraiment de la partie expansion française. Donc, je suis littéralement sur tous les fronts, que ce soit la levée de fonds, recherche de financement, que ce soit la mise en place du programme et du soutien qu'on va apporter aux étudiants, que ce soit aussi dans justement l'impact et la recherche en fait à faire connaître nos programmes, à gagner en visibilité, les réseaux sociaux. Donc je fais un peu tout, je monitore un peu toute l'expansion française de cette ONG anglaise. D'accord. Et ça fait combien de temps que tu t'occupes de cette expansion, de ce volet-là? Et est-ce que c'est en même temps, ça a commencé, est-ce que c'est toi qui as commencé cette expansion, cette installation-là en France? Oui, alors oui, ça fait 5 ans, donc ça fait un petit moment. Et en effet, ça fait si longtemps. Pourquoi? Parce que j'ai été recrutée pour travailler sur l'expansion. Ça veut dire que j'ai été la première personne et la seule personne jusqu'à présent qui se dédie uniquement à l'expansion française. Enfin, la seule personne. On a une équipe qui a été qui a été construite après, grâce à la sécurisation de financement. Mais en effet, j'ai été la première et seule pendant un petit moment à travailler sur l'expansion française. Et ce qui est intéressant dans cette opportunité-là, c'est que mon rôle principal, c'était plutôt de chercher à attirer des étudiants français à venir faire part de nos programmes en Angleterre. Et en fait, il s'avère que l'expansion française, en tout cas le déploiement de nos programmes et de nos visibilités aux yeux des étudiants français a tellement bien fonctionné qu'on s'est retrouvés à se dire, en fait, on peut pas simplement s'arrêter à venez vous inscrire à nos programmes en Angleterre. Et c'est là qu'on a carrément travaillé sur une stratégie de développement sur le territoire français. Génial. Et combien de personnes vous avez accompagnées comme ça?
en France? Ouais, alors depuis que j'ai commencé à travailler sur l'expansion, on a plus de 2000 étudiants qui sont inscrits dans notre donnée, notre Wow. database. Wow. Et on a réussi à vraiment mettre en place des vrais programmes d'accompagnement très précis sur des périodes précises et pour un certain groupe d'étudiants qui sont sélectionnés. Et on a donc lancé 2 programmes depuis 2023 qui accompagnent jusqu'à présent. Je crois qu'il y a plus de 400 étudiants qui ont bénéficié de ces programmes-là. D'accord. Je pense qu'on va revenir dessus parce que j'ai plein de questions, parce que ça pourrait aussi aider des auditeurs, mais ça pourrait aussi aider des personnes que je connais. Mhm. Oui, bien Parce que sûr. moi, j'ai une petite appétence pour cet aspect-là aussi, l'aspect mentorat. Parce que comme Oui. tu le sais, je suis coach. Donc, Ouais. mentorat. En fait, le mentorat a été pour moi la voie qui m'a emmené vers le coaching. Parce que depuis que je travaille, depuis que je travaille, de manière bénévole, régulièrement, je donnais mon temps pour mentorer des jeunes Oui, qui cherchaient à reprendre leurs études, ou très à créer des important. entreprises, plein de. Et donc, du coup, c'est pour ça que c'est très, très intéressant ce que tu dis Ouais. là. On va revenir dessus. Mais tout à l'heure, on parlait du coup, bon, après là, tu as parlé beaucoup de tes activités professionnelles. Professionnel, T'as oui. pas trop parlé des Ouais, extra-professionnels. extra-professionnel, en effet. Donc, travaillant pour une charity, comme on dit, donc une ONG, tout ce qui est non-profit. Mhm. Bien évidemment, toutes les thématiques de donner de son temps, être volontaire pour des actions qui nous tiennent à cœur, bien évidemment, j'ai très vite compris que c'était très important. Et donc, du coup, moi-même, personnellement, je prends de mon temps pour m'engager sur des thématiques qui me tiennent à cœur. Donc, je suis née, j'ai grandi en France, mais j'ai très vite compris que le continent africain est le continent du futur. Mhm. Et je sais qu'il y a énormément d'opportunités qui sont déjà présentes et qui vont venir par la suite. Et donc, d'origine rwandaise, c'est toujours plus simple de commencer par sa communauté. Voilà. Donc déjà, personnellement, je suis très engagée dans ma communauté. Donc, je sers en tant que board member pour la diaspora rwandaise de Toulouse, ma ville d'origine, qui est quand même assez familiale parce que ma mère y est engagée depuis toujours. Donc, D'accord. voilà, maintenant que je suis un peu plus calée, je commence davantage à prendre le relais. Je suis également board member de la CRF, Communauté rwandaise de France, que j'ai rejoint dès que j'ai déménagé à Paris, donc il y a à peu près 2 ans et demi. D'accord. Et donc du coup, on est très actifs. On a lancé avec d'autres membres de la communauté une antenne jeunesse où on essaye de mettre en place un peu comme ce que tu as cité, par exemple du mentorat, organiser des événements avec des personnes qui ont peut-être un parcours professionnel assez inspirant, qui peuvent venir rencontrer. On essaye d'accompagner aussi, d'aider, parce qu'il y a beaucoup de jeunes Rwandais qui viennent en France faire leurs études, donc parfois il y a un décalage, ils sont un peu perdus ou ils ont besoin d'aide, de conseils. Donc on essaye de créer cette antenne-là. Bien évidemment, on est tous en bénévole, donc on essaye de faire sur nos heures perdues. Et toujours dans la communauté, j'ai récemment été désignée comme country director pour Women in Tech Rwanda. C'est vrai. Donc une C'est ONG, vrai. une autre ONG assez mondiale qui se Ouais. développe dans beaucoup de pays, voilà, dans le monde entier. Mhm. Et je suivais depuis très longtemps les actions de Women in Tech France et je leur ai exprimé mon étonnement qu'il n'y ait pas de Women in Tech au Rwanda et on m'a gentiment dit ok, pourquoi pas toi. Étonnamment et Prise de risque. voilà, exemple typique. Exemple Ok. typique parce que Ok. clairement Bah, tu vois, c'est ce que tu vois, ouais, je l'ai perçu, ça. Tu vois, je l'ai c'est perçu. ça. C'est ça et ça a pris du temps parce que quand j'avais en fait j'avais vu qu'il y avait Women in Tech Burundi et j'ai dit mais comment ça se fait qu'il y a Women in Tech au Burundi et qu'il n'y a pas Women in Tech au Rwanda. Il dit mais parce qu'on a eu quelqu'un qui a voulu le faire, mais on n'a personne qui s'est manifesté pour Women in Tech Rwanda. Je me suis dit ok, c'est dommage. Et là, c'est la country director de Women in Tech France, Angela Nasser, qui m'a dit mais pourquoi pas toi? Envoie tel email à telle personne. Et bon, je me suis dit que j'avais clairement pas le profil parce que voyant les autres Women in Tech country director, je me suis dit c'est ça, c'est des femmes impressionnantes qui ont un CV long comme pas possible. Enfin, je suis pas du tout au même niveau qu'elles. Et au final, elles m'ont fait confiance pour ce projet-là. Donc voilà, je suis super contente parce que c'est des actions qui sont ciblées du coup pour tout ce qui est le genre,
l'égalité du genre dans l'industrie de la tech. Donc l'égalité du genre, je suis une femme, donc je connais quand même assez bien les thématiques. Via mon travail, j'y travaille énormément également. Et surtout au Rwanda. Donc ça colle parfaitement tout ce qui me passionne et tout ce qui qui me tient à cœur. Donc donc ça, c'est ce que je fais vraiment aussi sur la partie volontariat bénévole. D'accord. Et du coup, dans quel cercle familial tu as grandi? Alors ouais, j'ai commencé à en parler tout à l'heure. Oui, tout à fait. Et je suis née, j'ai grandi à Toulouse, maman rwandaise, papa italien, français. Malheureusement, le mariage de mes parents n'a pas fonctionné, donc ils ont divorcé quand j'avais l'âge de 9 ans, donc on s'est retrouvés dans une famille monoparentale, bien qu'on voyait mon papa plusieurs fois dans le mois, mais on était, on va dire, à 100% du temps uniquement avec notre mère. Avec des frères tu as des frères et sœurs? J'ai une petite sœur qui a 5 ans de moins que moi. D'accord. Donc on était trois femmes à la maison. D'accord. Donc voilà, mes parents n'ont pas de richesse spécifique. Donc on a grandi dans un milieu socio-économique, je dirais pas défavorisé, mais on va dire plutôt bas. Moyenne, ouais, okay, voilà. Ouais. Mon père travaille dans l'audiovisuel. Il a été intermittent du spectacle pendant très longtemps, donc travaillait que sur des missions ponctuelles. Ma mère, malheureusement, qui a dû fuir son pays d'origine, n'avait pas vraiment eu l'occasion de faire reconnaître ses diplômes et de pouvoir travailler dans ce qu'elle avait étudié au Rwanda. Donc ma mère a fait pas mal de travail assez précaire, travaillé dans des cuisines collectives ou à la planche de restaurant ou en tant que même femme de ménage parfois. D'accord. Et elle a fait quoi comme études quelles sont les études qu'elle ma mère, elle avait fait une petite formation, si je me trompe pas, une petite formation de comptabilité, je crois. D'accord. Quelque chose comme ça. Okay. Au Rwanda. Qui a des années-lumière de ce qu'elle, comme tu as dit, de ce qu'elle a été amenée à faire, quoi. Okay. Oui, complètement. En fait, vu que mes parents sont restés ensemble 10 ans quand même, donc c'était un mariage de 10 ans. Mais bon, au bout de 10 ans, vu que mon père et ma mère ont vécu ensemble pendant 10 ans et mon père s'occupait de travailler, de ramener les revenus à la maison. Ma mère n'a pas travaillé pendant 10 ans en France, en fait. Donc, en fait, quand mon père est parti de la maison, c'est comme si elle venait juste d'arriver en France. Donc, elle a dû, se réinventer. Commencer à trouver un travail, commencer, à chercher de quoi, ramener des revenus à la maison. Parce qu'elle avait la garde principale, donc il fallait qu'elle aussi, on ne pouvait pas dépendre uniquement de notre papa. Et voilà, bon, tous les inconvénients qui vont avec le divorce, et je pense que beaucoup se reconnaîtront dans ce que je dis. Donc assez difficile pour ma maman de rebondir après le départ de mon père. Donc voilà, et voilà, donc mon contexte familial, c'est ça. Ok, et du coup, tu disais tout à l'heure que c'était important qu'on parle de ton parcours scolaire. Ouais. Comment tu qualifierais ton parcours scolaire? Déjà, disons, au moins avant on va dire de la maternelle jusqu'au lycée. Non, peut-être pas au lycée, jusqu'au collège, parce que c'est quand même le lycée, ça commence à être autre chose. Ouais. Comment tu qualifierais ce parcours-là? Après, si les choses dont tu voulais parler tout à l'heure sont dans cette période-là, tu peux commencer, tu nous recadres, tu vois, tu nous guides. Si c'est après, tu nous diras aussi, tu vois. Donc, oui, bien sûr. Comment je le qualifierais? Je le qualifierais de... je dirais pas le terme adéquat, mais je pourrais dire que ma voie était tracée. Oh, wow. Ma voie était tracée dans le sens où... justement, c'est au collège que les cartes se sont un peu jouées. J'étais normalement destinée à une toute autre trajectoire de vie. D'accord. Et ça aurait pu être complètement game changer, comme on dit, pour la suite. Donc, maternelle, primaire, tout va bien. Collège, on vivait dans un quartier plutôt calme à Toulouse, plutôt bien. Mais c'est vrai que c'était un collège, j'étais dans un collège où il y avait beaucoup de
quartiers défavorisés aussi, enfin en tout cas d'étudiants qui allaient de ces quartiers-là qui venaient ici. Donc un collège pas très bien réputé, où voilà, il y avait quelques épisodes qu'on peut parfois retrouver malheureusement dans des zones un peu délaissées, si je peux dire. Ouais. Donc pas forcément les meilleures fréquentations parfois. D'accord. Mais c'est pas vraiment ça le problème. Je dirais que le problème, c'était vraiment l'accompagnement dans le choix et l'orientation. Il faut savoir que j'ai redoublé ma troisième. J'ai eu, en plus de ça, 2 fois mon brevet parce que ma professeure principale, lorsque j'étais en troisième au collège, ne souhaitait pas que je poursuive un lycée ou que j'aille dans une seconde générale, pardon, et voulait m'envoyer en bac pro. Et elle voulait que je teste le bac pro hôtellerie. Et elle m'a même proposé de passer un mini-stage d'une journée, une journée immersive dans un lycée hôtelier. Donc moi, du haut de mes 14 ans, j'ai passé cette journée dans un lycée hôtelier qui s'appelle le lycée René Bonnet, si je ne me trompe pas, à Toulouse. Et j'avais adoré. Ok. J'avais adoré. Ok. Pourquoi ? Parce que j'avais 14 ans, donc forcément tu te retrouves avec des gens, j'étais dans une classe où il y avait des gens de 17-18 ans, donc t'es impressionné, puis il y avait de tout, c'était vraiment, pour le coup, c'était très bien, la formation était très bien parce qu'il y avait un restaurant en fait dans le lycée, donc on les voyait vraiment sur le terrain, ils étaient déjà professionnels en fait, c'est vraiment un lycée professionnel pour le coup. Bien sûr. Et donc, du coup, pour moi, l'idée était jetée. Oui, je vais faire ça. Je veux faire un lycée hôtelier. Je pense que je serais heureuse. Je pense que je serais épanouie. Je pense que j'adorerais travailler. Je voulais travailler sur des bateaux, je crois. Tout ça, j'avais 14 ans. J'avais 14 ans, c'est ce que j'avais dans ma tête. Hein. Bien sûr. Et heureusement, ma maman s'y est opposée. Elle a dit non, en fait, c'est soit elle va dans un lycée général, fait une seconde générale, soit elle redouble en fait. C'était la condition de ma professeure principale. Si elle voulait qu'elle passe en seconde générale, il faut qu'elle redouble. Et je précise que j'avais une moyenne générale qui n'était pas en dessous de 10. J'avais, je sais plus, je crois que j'avais 10 ou 11 de moyenne générale, donc c'était pas non plus des résultats qui étaient catastrophiques, c'était médiocre, c'est vrai, mais c'était pas non plus... C'était moyen, c'est pas médiocre. Oui, voilà, moyen. C'est même pas médiocre. Médiocre, je pense que c'est quand tu commences en dessous. Ouais, c'est en dessous de 10, hein, selon moi. Hein. Bon, en tout cas, putain, Voilà, c'est ça. Ouais. Donc voilà, donc j'ai failli partir en bac pro hôtellerie. Donc ça, c'est jusqu'au collège. Ok. Et ensuite, j'ai fait un lycée normal. Et ensuite, j'ai encore fait face aux aléas du Parcoursup. Là, c'est très francophone, tout ce dont on parle. C'est vraiment le système scolaire francophone. Ouais. Et pareil, j'avais fait plusieurs choix. Et moi, on m'avait jamais parlé des écoles de commerce. Jusqu'à mes 25-26 ans, j'étais persuadée que les écoles de commerce, il fallait être ultra riche pour pouvoir y rentrer. On m'avait pas parlé des moyens de financement qu'il pouvait y avoir, on m'avait pas parlé de certaines bourses, on m'avait pas parlé en fait que c'était accessible. Pour moi, c'était accessible que lorsque nos parents avaient un certain statut. Pour moi, c'était pour les enfants de ministres, les enfants d'ambassadeurs en fait. C'est comme ça que je le voyais. Donc il y avait vraiment un manque de communication au lycée sur l'orientation. On ne mettait pas très bien en avant les universités, on disait que c'était dur, que c'était compliqué et on nous poussait, encore une fois, dans des filiales où en fait t'es très spécifique. Par exemple, moi j'ai fait un BTS assurance. Un BTS assurance où pendant 2 ans j'ai étudié toutes les lois en long et en travers de ce que représente l'assurance, dans le but de me faire travailler au plus vite dans une agence d'assurance ou de courtage. Donc c'est ça que j'ai fait. Que j'ai complété avec une licence, juste la L3 du coup, dans une école de commerce qui était gratuite parce que je l'ai fait en alternance dans un cabinet de courtage, mais qui était une licence banque et assurance. Et je me suis arrêtée là parce que là, je sentais que je m'avançais dans une filiale et dans un domaine très spécifique en fait, et je savais que si je continuais davantage dans ça, ça allait être difficile pour moi de rebondir. Et donc, c'est pour ça que je me suis arrêtée à la licence. Et j'ai repris un master, donc très, très, très récemment, l'année dernière. Et là,
avec toute la connaissance que j'ai acquise jusqu'à présent. Donc, j'ai fait un master en International Business Management que j'ai repris dans une école de commerce à l'EDEC et qui correspond totalement avec ce que je veux faire et maintenant que je sais ce que je veux faire, je trouvais qu'en fait, c'était des très bons moments pour faire ce master-là à ce niveau-là. Et du coup, ça, tu l'as financé, le master, tu l'as financé sur fonds propres? Fonds propres, ouais. Okay. Fonds propres, ouais. Okay. Mais bon, voilà, j'ai repris mes études du haut de mes 29 ans. Donc, j'avais acquis. Et puis, j'ai eu aussi quand même un soutien familial aussi, parce que c'est quand même des grosses sommes. Bien sûr. Mais oui, uniquement fonds propres, ouais. D'accord. Et l'EDEC, juste pour savoir, l'EDEC, c'est le campus de Paris. Tu étais en présentiel? Non, en fait, moi, je voulais absolument pas arrêter de travailler, justement, voilà, parce que fonds propres, il faut payer. Il faut les avoir, ouais. Donc, je pouvais pas me permettre d'arrêter de travailler. Et donc, j'ai fait un programme c'est tout un programme qu'ils ont réussi à faire pour les gens qui travaillaient. Donc, c'était en cours du soir, en ligne, bien évidemment, il y avait des deadlines, mais voilà, je combinais les deux, en fait. D'accord. Génial. Ok, et du coup, donc c'est de ça que tu voulais parler tout à l'heure par rapport au parcours scolaire? Oui, je voulais parler de ça parce que j'ai eu quand même à deux moments. Bon, le bac hôtelier, c'était presque. J'ai failli faire un bac hôtellerie. Et par contre, le BTS assurance, bon, moi j'ai étudié assurance, mais je le faisais parce que je me suis dit, je dois faire des études, je peux pas ne pas faire d'études. Mais d'un côté, c'était le seul choix Parcoursup dans lequel j'ai été prise. Et ça veut dire que j'étais obligée de faire de l'assurance. Donc en fait, je me suis dit, en fait, ma vie, j'ai pas le choix. La vie a fait que je dois faire de l'assurance. C'était comme ça que je le voyais. Et en fait, non. Non, le fait d'être partie en Angleterre, déjà en Angleterre, ils ont une mentalité différente par rapport à ton parcours scolaire. C'est pas ton parcours scolaire qui va déterminer ce que tu vas faire. Tu peux avoir fait une licence psychologie et travailler dans la finance, par exemple. Tout à fait. Donc ça, j'ai compris que, ok, c'est pas parce que j'ai fait que de l'assurance dans ma vie que je pourrais pas faire autre chose. Donc c'est là où je voulais en venir, en fait. C'est que peu importe les orientations qu'on a pu prendre de nous-mêmes ou qu'on nous a mis en fait dans ces orientations, parce que moi clairement je l'assume et je le dis, on m'a mis dans ces orientations, je n'ai pas choisi de faire c'était pas mes premiers choix, quoi. Et en fait il est toujours possible de rebondir, et comme ça revient également à la prise de risque et la résilience et être patient et se dire ok, c'est peut-être pas ce que je veux faire pour le moment, mais je vais trouver un moyen de rebondir plus tard. D'accord. Et est-ce que moi, il y a un truc que j'entends quand même de manière assez forte, c'est que je fais un lien entre ce parcours qui a marqué cette étape-là, cet aspect qui a marqué ton parcours, et ce que tu fais aujourd'hui. Est-ce que c'est pas aussi pour toi un moyen de prendre ta revanche, de donner la chance à d'autres, de les aiguiller pour mieux rebondir, pour mieux déterminer leur parcours, leur orientation plutôt? Est-ce que c'est pas ça? Alors, moi, je dirais pas que c'est ça. Dans le sens où, en fait, justement, en réfléchissant énormément sur ce que je voulais faire, parce que voilà, j'arrive à Londres, mais moi, j'ai un background banque et assurance. On me dit, viens à Londres faire de la banque et l'assurance, tu vas faire de la finance, etc. Sauf que moi, je savais que c'était pas ce que je voulais faire, mais j'arrivais pas encore à savoir ce que je voulais faire. Et il m'a fallu du temps, en fait, pour me comprendre, donc comprendre vraiment ce qui me passionne. Et je l'ai vraiment découvert au travers de mon opportunité actuelle que je fais depuis 5 ans. J'ai toujours eu au fond de moi, et je pense que comme tu l'as dit, tu as senti que j'étais quelqu'un de très intuitive, etc. J'ai toujours eu au fond de moi le besoin d'aider, d'apporter mon aide, d'apporter mon soutien. Et ça, de n'importe quelle manière. Donc, en fait, la voie et le domaine de tout ce qui est les non-profit, les ONG, etc. Avoir de l'impact, avoir une mission, faire en sorte de contribuer à quelque chose qui améliore, en fait, toute la vie, la société, en fait. Ça a toujours été des choses qui m'ont passionnée, en fait. Depuis toute petite, c'est vrai que je me suis rendu compte que je me renseignais énormément sur tout ce qui était les faits sociétaux, sur les injustices, etc. Après, peut-être que psychologiquement, c'est lié à ce que j'ai vécu, peut-être. Mais moi, je pense que c'est vraiment quelque chose qui m'a toujours drivée. Et il s'avère que l'opportunité que j'ai eue
et dans l'éducation. Et en effet, j'ai été victime de ces inégalités et injustices dans l'éducation. Donc, moi, je dirais plutôt que c'est un plus parce que je sais de quoi je parle et je les ai vécus, donc je sais, en fait, je connais. Mais ça aurait pu être dans une autre thématique aussi. Ok. Ça aurait pu être complètement autre chose, ouais. Ok. Et du coup, tu as dit tout à l'heure que c'est du haut de tes 22 ans que tu es parti en Angleterre, du coup. Est-ce que c'est après ta licence, l'obtention de ta licence que tu es parti, du coup, c'est ça? C'est ça. Et tu as travaillé avant, un peu en France avant de partir en Angleterre? Non, mais du coup, mon année de licence, je l'avais fait en alternance. Donc, j'avais quand même un an d'expérience en alternance. Oui, c'est vrai que tu as dit que tu as fait dans un cabinet de courtage. Ouais. Ok, d'accord. C'est ça. Et donc, du coup, comment ça se passe? Comment l'idée de partir en Angleterre, à Londres, c'est ça? Et comment ça devient? Qu'est-ce qui s'est passé? Je veux savoir comment ça s'est passé. Oui, mais c'est intéressant parce que c'est vrai que je précise beaucoup parce que on s'en rend pas compte, mais déjà vivre dans une capitale et vivre en province, c'est très différent. Comme j'ai dit, pour nous, faire des BTS, sur toute la cohorte enfin ma classe de terminale, il y en a beaucoup qui ont fait des BTS, qui ont fait des DUT. Pour nous, c'était totalement normal en fait. C'est vraiment la suite logique. Donc déjà, il faut comprendre qu'on est tous pour nous sur une bonne voie. Et c'est clairement des bonnes voies à explorer, à développer, mais ça correspond pas forcément à tout le monde. Sauf que pour nous, on était persuadés qu'on allait tous trouver ce qui nous convient dans les DUT et dans les BTS parce que c'est ce qu'on nous a fait croire et ce qu'on nous a fait, on nous a proposé en fait. Ouais, bien sûr. Et sur toute ma classe, donc une classe d'une 27, il n'y en a que 2 qui ont fait des écoles de commerce. Et ces 2-là, il y en a un qui a eu des rôles modèles, il avait des gens dans sa famille qui en avaient fait, donc il leur a dit, il faut que tu fasses. Et il y en a une, on l'a pris à part. C'est une très bonne amie à moi d'ailleurs. On l'a pris à part par le prof principal qui a dit, écoute, tu as de très très bons résultats, c'était une des meilleures de la classe. On pense que tu pourrais peut-être éventuellement considérer une école de commerce. Mais on l'a prise à part. Vraiment, on n'en a parlé à personne d'autre. Wow. Donc c'est pour déjà donner la mentalité. Donc moi je me suis dit ok, j'ai fait mon petit BTS assurance, j'ai fait mon bachelor banque assurance, etc. Qu'est-ce que je vais faire par la suite? Je savais très bien que l'assurance c'était pas du tout ce qui me passionnait, ce que j'aimais faire. Et je me suis dit en fait j'avais déjà eu la maturité de me dire si je reste à Toulouse, je vais me coincer dans un truc et ce sera difficile pour moi d'en sortir. Et je savais que je devais partir à l'étranger. L'excuse, c'était d'aller apprendre l'anglais, forcément. J'ai toujours été très passionnée par les gens qui parlaient anglais. Ça m'impressionnait, en fait. Et je voulais absolument apprendre l'anglais. Donc, je me suis dit, il faut que je parte dans un pays anglophone. Au début, bien évidemment, on vise grand, on vise les États-Unis, on vise le Canada. J'avais vraiment très envie d'aller au Canada. Et je suis quand même très proche de ma famille, ma mère, ma sœur. Et donc, le combo parfait, c'était l'Angleterre, quoi. C'était 2 heures de vol Londres-Toulouse. Donc, c'était pas très loin. C'était facile de s'y installer. Je connaissais une personne qui était déjà là-bas, qui m'a beaucoup aidée dans mon installation. Donc, c'était le combo parfait. Donc, j'avais économisé un tout petit peu d'argent avec l'alternance que j'avais. Et j'ai pris une semaine. Je me suis dit, je pars en immersion pendant une semaine. J'ai payé mon hôtel, j'ai payé mon billet d'avion. Et je me suis dit, j'ai passé une semaine là-bas. Je me suis dit, ouais, c'est bon, je m'installe là. Je réfléchis pas. Et là, j'ai commencé à postuler dans des call centers, vraiment des petits jobs, quoi. Des call centers où tu fais des questionnaires au téléphone toute la journée. Et de là, en fait, au fur et à mesure, j'ai commencé à me stabiliser, à trouver un travail un peu plus permanent, etc. Mais c'est ça qui m'a poussée. Et c'était en quelle année, du coup, ça? C'était en 2018 ou 2017. Ok, ouais. ok. Ah ouais, ok. Et du coup, comment le choc culturel, comme tu dis là, tu commences à faire des petits boulots. Tu es quand même... Est-ce que, du coup, les call centers, c'est des call centers en français ou en anglais? En français. En français, parce que je parlais pas un mot anglais. Ok. Mais du coup, c'est quoi? Tu appelles les clients français qui sont basés en Angleterre, c'est ça? Non, pas du tout. En fait, c'était des entreprises qui sous-traitaient le service de call center. Donc, en gros, c'est des entreprises... je vais prendre un exemple tout bête, mais par exemple, Fiat veut absolument enquêter et envoyer des enquêtes de satisfaction après un passage dans une concession Fiat. Et ils vont faire appel entre une entreprise X qui, elle, a des call centers dans toutes les langues. Donc, ils ont une équipe anglaise, une équipe française, une équipe espagnole, une équipe italienne. Et en fait, ils les payent eux pour que eux
demandent à leurs petits commerciaux de faire cette enquête de satisfaction. Donc, c'était le seul moyen pour moi d'avoir des revenus, parce que j'étais sans travail, sans être obligée d'être complètement bilingue parce que je ne parlais pas un mot anglais et j'avais pas encore la confiance de me lancer dans un truc 100% anglais. Ce qui est dommage, hein, parce que ça facilite pas l'apprentissage de la langue. Oui, bien sûr. Et voilà, et donc c'était pas compliqué comme travail, hein. Il fallait appeler des gens et poser quelques questions. On se prenait beaucoup de... Voilà, raccrocher beaucoup au nez. Mais bon, c'est ça qui m'a formé. Ça m'a formé tout mon côté sales et le côté où j'abandonne pas et le côté, tu vois, où tu vas chercher. Ça, je pense que ça vient vraiment de là. Ça, c'était une très très bonne formation pour ça. Ah, mais du coup, c'est ce qu'on appelle les appels sortants. C'est ça, c'était que du call contact, ouais. Ok. Et du coup, comment ça se passe? Comment tu vas réussir à gagner en confiance? À quel moment se fait le déclic où tu te dis, ok, là, je peux passer à un autre travail et petit à petit, comment ça a évolué? Là, tu vois, j'étais encore dans la mentalité où les choses vont me tomber dans les mains. D'accord. Donc, j'ai pas vraiment... j'ai fait mes call centers, mais bien évidemment, les call centers, c'est très instable. C'est des missions de 2-3 mois. Donc, du jour au lendemain, tu peux te retrouver sans travail. Donc, voilà, je savais que c'était quelque chose de temporaire, le temps de trouver un CDI, comme on appelle en France, mais plutôt un contrat permanent en Angleterre. Et en fait, au fur et à mesure, il y a des opportunités qui se sont ouvertes à moi. Donc, call center, c'est des profils qui vont beaucoup plaire aux entreprises qui cherchent des sales, des commerciaux. Donc, j'ai eu mon premier contrat en tant que sales dans une entreprise dans l'informatique où, en effet, il y avait beaucoup de revenus qui étaient générés de nos ventes. C'était une entreprise assez mondiale. Donc, j'ai fait ça. Et l'opportunité dans l'ONG est venue très rapidement par la suite. D'accord. Donc, ouais. Donc voilà. D'accord. Mais c'est quand même impressionnant. Tu en 4 ans, et c'est ça qui est quand même beau, tu vois, dans l'aspect... parce que il y avait la passion de l'anglais, parce que tu disais tu voulais aller... c'est une chose de vivre en province que de vivre dans une grande capitale, une grande métropole. Du coup, tu n'as pas choisi Paris. Tu as choisi directement Londres parce que tu voulais apprendre l'anglais et tout ça. Ok. Mais après, du coup, en 4 ans, il y a, comme tu as dit, tu t'es découverte. Tu as fait là, tu as pris un petit boulot et qui t'a aujourd'hui carrément ouvert la porte, la grande porte, tu vois. C'est ça. Et tu travailles pour des grandes ONG au niveau mondial. En fait, je trouve ça impressionnant comment on grandit, tu vois. Et quel est le recul que tu as sur ça? Mais comme je l'ai dit, hein, moi, mon expérience à Londres, elle a été complètement transformatrice, en fait. Parce que, comme tu l'as dit, je suis restée à Londres que 4 ans. Et en l'espace de 4 ans... en même temps, c'est 4... En fait, 4 ans, c'est long, mais en fait, de passer de quelqu'un qui fait des call centers à quelqu'un qui développe une ONG mondiale sur un pays, bon, ok, c'est mon pays d'origine. Bien sûr. Mais je suis en charge de l'expansion d'un nouveau territoire. Bien sûr. Donc, c'est vrai que tu te dis l'ascension, c'est quand même fou. Et ça aussi, c'est très anglophone. Enfin, en tout cas, en Angleterre, ça marche comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, en Angleterre, on m'a fait comprendre. Mais moi, quand on m'a donné le rôle, j'ai dit, mais vous êtes sûr que j'ai les capacités de faire ce que vous me demandez? Vous êtes sûr que vous pouvez me faire confiance sur ça? J'y croyais pas, en fait. Et en fait, le côté de tout est possible, tu peux tout faire, ils l'ont beaucoup plus à Londres. Sky is the limit pour eux. Donc, en fait, tu peux très bien être la personne la plus pauvre au monde, qui n'a zéro réseau, qui n'a aucune expérience, qui n'a rien fait, et tu peux réussir à lancer une carrière à succès. Et j'ai rencontré énormément de gens à Londres qui ont des parcours mais impressionnants. Parce qu'en Angleterre, les opportunités, je considère qu'elles sont quand même plus faciles d'accès qu'en France. En France, c'est beaucoup trop codé. Il faut avoir fait telle école de commerce, il faut avoir étudié tel domaine pour pouvoir travailler dans tel domaine, alors qu'en Angleterre, ils sont beaucoup plus flexibles sur ça. Mais je connais une personne qui a commencé en tant que sécurité dans une banque, ça veut dire qu'il était vigile à l'entrée, et qui est passé à l'accueil, et puis de l'accueil, il est passé à directeur d'agence, et puis de directeur d'agence,
d'une agence, il est passé directeur de plusieurs agences. Et maintenant, c'est une personne qui a lancé sa propre banque en Afrique parce qu'il est d'origine congolaise, je crois. Il fait partie de conseils d'administration de plein d'initiatives dans le domaine de la finance panafricaine, etc. Mais tu te dis, il me dit, moi, il y a 20 ans de ça, j'étais vigile de cette banque-là. Wow. Donc ça, c'est vraiment des success stories. Et ça, c'est des trucs tout bêtes. Hein. Mais le cerveau, il intègre. Il se dit, mais en fait, si cette personne-là qui était vigile, qui n'avait pas fait beaucoup d'études, etc., a réussi à mettre en place autant d'initiatives comme celle-ci et à réussir à une carrière à succès comme celle-là, ben moi aussi, je peux le faire. Et c'est pour ça que même moi, dans mon travail et dans toutes les initiatives que j'entreprends, le rôle modèle, c'est tellement important. Et malheureusement, les populations sous-représentées issues de minorités, on n'en a pas assez. Et c'est justement dans le travail, dans mon travail et dans mes ambitions et dans mes convictions, de travailler sur la jeunesse de maintenant, qui deviendront des rôles modèles plus tard, qui pourront inspirer la jeunesse qui suivra, etc., etc., etc. D'accord. Et tout à l'heure, tu parlais tout à l'heure de 2000 jeunes accompagnés sur le territoire français. Pardon. 2000 jeunes, c'est ça. Et tu parlais de 400. Je me souviens plus le ratio oui, là. C'est ça. Ouais, c'est ça. 4 et 4. En fait, c'est quoi là la différence? 2000, à quoi ils ont droit exactement? Et les 400 autres, les 400 qui en font partie, à quoi ils ont également droit? Alors, 2000, c'est le nombre d'étudiants qui se sont inscrits sur notre plateforme. Et en fait, quand on est inscrit, on a accès à des ressources. Donc, il y a beaucoup de documentation sur notre plateforme qui peuvent les aider à bien travailler leur CV, à se préparer aux entretiens, quelques événements en ligne aussi, des offres de stage aussi. Et après, les 400, ça, c'est un programme intensif où l'accompagnement est beaucoup plus poussé. Et il y a des événements qui sont vraiment exclusifs et uniquement ouverts uniquement à ces étudiants de ce programme-là. Et du coup, il y en a 400 qui ont été... En fait, c'est 2 programmes par année. Et chaque année, on sélectionne 100 étudiants pour ce programme. Donc, il y a à peu près 200 par année qui bénéficient de ce programme-là. Donc, et vu que ça fait 2-3 ans qu'on se développe, ça fait plus de 400 qui ont bénéficié de l'accompagnement plus spécifique. D'accord. Et ça dure combien de temps, ce programme? Un programme de 6 mois. Ah oui, ok. Ouais. Du coup, on les forme à quoi exactement? On les accompagne à quoi? Alors, c'est un programme pour la finance, dans la finance, parce que on a pour l'instant commencé par l'industrie de la finance, qui était l'industrie, on va dire un petit peu notre industrie phare. Même en Angleterre, les premiers programmes ont été lancés dans la finance. Et en fait, c'est un programme où pendant 6 mois, les étudiants sont dans une immersion assez précise et détaillée de qu'est-ce que la finance, quelles sont les différentes divisions, sous-divisions, ou même les différentes orientations qu'il peut y avoir au sein même de la finance, la différence entre ce que c'est un fonds d'investissement, en quoi consiste le market, tout ce qui est le private equity, tout ce qui va être tout ce qui est trading, etc. Donc vraiment aller dans le détail de toutes ces spécificités-là et surtout l'exposition à des entreprises. Donc, ça veut dire que dans ces programmes-là, on va inviter nos entreprises partenaires, donc des grandes banques d'investissement et des grands fonds d'investissement aussi, qui vont venir rencontrer les étudiants, qui vont venir partager leur métier, ce qu'ils font quotidiennement, leur carrière aussi, les choses qui les bloquent, qui les ont fait avancer, le mindset qu'ils ont choisi aussi de prendre, parce que voilà, la finance, en tout cas cette finance-là, c'est quand même un autre monde qu'il faut savoir intégrer. C'est des horaires très difficiles. C'est des horaires très difficiles. C'est un stress permanent et il faut vraiment atteindre un niveau de résilience pour le coup assez élevé et beaucoup de patience et surtout avoir un mindset assez solide, je pense. C'est quand même pas facile. Donc c'est là où justement on intervient. Donc c'est vraiment dédié que au métier de la finance. D'accord. Et la question que je voulais te poser, c'est est-ce qu'à la sortie de ce programme, ça permet de rejoindre, est-ce qu'il y a beaucoup de vocations qui naissent et s'il y a des vocations qui naissent, comment vous les accompagnez justement vers la suite
Ouais. pour un truc, je sais pas si c'est pour reprendre des études ou pour travailler dans une de ces structures. Comment ça se passe? Qu'est-ce qui est proposé à la fin du programme? Mais à la fin du programme, en fait, le programme est fait justement pour qu'ils puissent sécuriser un stage. Parce que pour la plupart, on choisit justement de faire le programme et c'est pour ça que le programme est sélectionné. Enfin, les étudiants sont sélectionnés. Il y a quand même des critères. Il faut être en recherche de stage parce que le but, c'est que que les étudiants fassent le programme et pour qu'ils puissent à la suite sécuriser notre offre de stage, soit avec nos partenaires ou soit avec d'autres entreprises, mais qu'on ait pu faciliter ou aider ou booster, entre guillemets, le profil du candidat pour qu'il puisse trouver son stage. Okay. Donc, c'est un peu ça, en fait, l'outcome de ce programme-là. Mais c'est surtout les gagner en confiance, les permettre de les connecter avec des personnes qui pourront contacter pour quelques conseils, par exemple. Il y en a beaucoup qui contactent des gens qu'ils ont rencontrés dans des networking et qui leur demandent « Est-ce que tu veux bien devenir mon mentor? Est-ce que tu peux me donner un petit conseil ?» C'est vraiment... Ils viennent, en fait, ils savent qu'ils veulent faire de la finance, mais parfois, ils savent pas trop où. Ou alors, ils découvrent même des aspects qu'ils n'avaient pas encore découverts. Et en fait, on vient vraiment en supplément de tout ce qu'ils ont déjà appris ou qu'ils sont en train d'apprendre sur le côté académique. Et on vient parfois intervenir sur les codes. On a une très belle session qu'on adore faire qui est sur tout ce qui est business étiquette, donc un petit peu les codes au restaurant, lorsqu'on a des dîners d'affaires, on leur a appris l'art de la table avec tous les couverts, etc. Enfin, nice. Donc c'est des choses qui sont vachement intéressantes en fait à découvrir. Donc c'est le but, il n'y a pas vraiment d'outcome du style si tu fais le programme, tu auras forcément un stage, mais si tu fais le programme, tu vas tellement mieux comprendre ce qu'il y a par la suite et tu vas tellement mieux savoir naviguer, tellement mieux apprendre à devenir le profil, entre guillemets, qui va te permettre de rentrer là où tu veux être en tout cas. D'accord. Génial. Ok, mais franchement, je pense que j'ai été bien inspiré de t'inviter, hein, de toute façon, c'est sûr. C'est sûr. Mais est-ce qu'il y a une chose dont tu voudrais parler? Parce que tu as parlé aussi que tu étais board member dans dans plusieurs associations, 2 associations. Et est-ce qu'il y a des questions et des sujets dont tu voudrais parler, et sur lesquels je ne suis pas revenu? Est-ce qu'il y a quelque chose comme ça que tu penses que c'est important d'aborder? Moi, disons que pour moi, le plus important, c'était vraiment le côté orientation, hésitation, etc. Enfin, parfois, on peut être mal orienté, parfois, on peut soi-même mal s'orienter. Mais le message vraiment que j'aimerais faire passer, c'est que tous les dés ne sont jamais... En fait, tant qu'on vit, il y a toujours possibilité de changer les choses et de changer... Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir, exactement. Vraiment. Pour ne pas citer Magic System. Très, très bonne citation. Très, très, très bonne citation, vraiment. C'est vraiment ça. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir. Donc, c'était vraiment ça mon message d'aujourd'hui et surtout, voilà, même moi, s'il faut dans 5 ans, ma trajectoire sera complètement différente de ce qu'elle est aujourd'hui. Et c'était vraiment ça parce que vu que ton podcast, il est sur le à mi-chemin, c'est ça? Mi-parcours. À mi-parcours, pardon. Ouais. Non, mais t'inquiète, c'est ça. Ça faisait partie des noms que j'avais en tête, à mi-chemin, à mi-parcours, et j'étais finalement choisi à mi-parcours. Voilà, donc c'est important en fait de se dire que toutes les cartes n'ont pas été jouées. Tant qu'il y a la vie, il y a espoir, justement. Et toutes les cartes n'ont pas été jouées. Okay. Et un autre message aussi, c'est que comme tu l'as dit, je suis quand même assez engagée bénévolement. Donc ça prend du temps, c'est pas facile, ça rajoute un peu de stress, ça demande beaucoup d'organisation. Mais en fait, c'est tellement bénéfique pour soi-même en second plan, mais le but, c'est de le faire pour les autres, bien sûr. Le but, c'est de pouvoir faire avancer sa communauté, aider ses voisins qui ont des difficultés scolaires, je sais pas moi, donner des conseils. Vraiment, on peut tous give back et s'engager à petit niveau, mais on se rend pas compte de l'impact que ça a. Et en fait, quand on se rend compte de l'impact que ça a, on a envie d'en faire plus. On a envie d'en faire plus et après on devient un peu comme moi, un petit peu accro à tout ce qu'on fait, engagé partout, sur 45 000 WhatsApp groupes WhatsApp, en call le samedi, dimanche, etc. Mais
en fait, on le fait avec passion. Donc, c'est même plus du travail, ça fait plaisir, en fait, de le faire parce qu'on voit on voit le résultat. On voit des gens qui disent « Ah, merci, mais j'ai adoré. Ah, mais c'était trop bien, ça m'a beaucoup aidé. Ah, mais grâce à ça, ou tu sais, un jour, tu m'as dit telle phrase et ça m'a permis de réfléchir comme ça, etc. » Et même nous, en fait, on aimerait tellement, on aurait recevoir ça. Moi, j'aurais aimé avoir quelqu'un qui me dise Margot, fais attention. L'orientation, c'est très important. Attention, ne tombe pas dans ces pièges-là. Fais attention, apprends à dire non. Ou alors, au contraire, Margot, vas-y, fonce, fais ci, etc. J'aurais aimé quelqu'un qui me guide sur ça. Et je pense qu'on peut être toute cette personne pour les autres, en tout cas, pour une personne, en tout cas. D'accord. J'ai une question et je réalise quand même que tu es quelqu'un de très posé. Ah ouais? Ouais, tu es très posé, tu es très, je dirais studieuse. En fait, force tranquille. Mais en même temps, je sens que il y a une force cachée là. Comment comment tu arrives en fait, à être si posé, tu vois? Parce que comme tu l'as dit, on a dit en début d'épisode, il y a l'aspect prise de risque. Il faut quand même, il faut avoir un certain mindset pour, tu vois, pour prendre des risques, appeler des gens. Ouais. Donc, il faut avoir je dirais, une force intérieure comme ça. Mais ça ne paraît pas. Tu es très posé, très calme et tout. Comment? Explique-nous un peu ça, ce mystère-là. Mais je l'ai toujours pas élucidé. Je pense que en effet, j'ai une force au fond de moi et bon, je vais être un peu cliché, mais je pense que ma force, je l'ai trouvée chez ma maman parce que voilà, ça a été très difficile pour elle et ça l'est toujours entre guillemets. Donc, elle a quand même vécu des choses qui sont dures. Et j'ai très souvent, et je le suis toujours, son pilier. Donc en fait, sachant que je suis l'aînée aussi, donc ma mère a beaucoup compté sur moi, on va dire. Donc je dirais que le côté force vient de tout ça. C'est que voilà, mère célibataire, donc elle me délègue beaucoup de choses. Je l'ai accompagnée dans pas mal de choses. Et le côté posé. Je pense sincèrement que c'est une question de personnalité. Je suis quelqu'un de plutôt introverti, plutôt timide et plutôt calme. Ça se voit pas comme ça, mais c'est pour ça que ça a été très difficile pour moi d'avoir ce déclic en fait, de me dire mais en fait il faut parfois que je sorte de ma zone de confort, il faut parfois que j'aille chercher, il faut parfois que j'aille dans des événements de réseautage et faire du small talk pendant 2 heures parce qu'il faut que je rencontre ou que j'aille serrer la main de telle personne. Il faut que je le fasse parce que si je le fais pas, si je m'écoute moi-même, je resterai tout le temps là où je veux. Mais d'un côté, je vais évoluer, je vais avancer. Donc le côté posé, c'est le côté introverti, personnalité, je pense. Mais d'un côté, il y a le côté force où je me dis ma mère a tellement souffert, elle a tellement vécu et elle est toujours là, elle est toujours en forme, et je me dis, il y a beaucoup de choses que je fais aussi parce que j'ai hérité de cette force-là de par ma mère, je pense. Donc tant mieux, parce que c'est vrai que des fois, il y en a qui ont la force, mais ça peut se transformer, qui sont très extravertis, ça peut se transformer en des gens qui sont un peu trop confiants, qui peuvent agir de manière déplacée ou qui vont un peu trop loin. Ou l'inverse, des gens qui sont trop posés, mais qui du coup deviennent trop hésitants. Et je pense qu'en effet, ça c'est vraiment le mix de ma personnalité, mais aussi avec tout mon background et mon contexte familial qui me permet de combiner les deux. Génial. Ok, du coup, la question, je dirais peut-être pour la suite logique, c'est que le podcast s'appelle À mi-parcours. Là, on a parlé de beaucoup de ton parcours, entre guillemets, qui t'a emmené jusqu'ici. Qu'est-ce que tu dirais que, du coup, la question, c'est à quelle croisée des chemins tu penses que tu es? Quelle est la suite aussi, en fait, tu vois, un peu pour c'est une teaser très aussi. bonne question. Et c'est une très bonne question. Et je pense que le podcast, il tombe au bon moment dans ma vie. Ok. Parce que justement, je considère que je suis en plein mi-chemin, en plein mi-parcours. Et je pense que je suis actuellement dans une période un peu de transition qui va basculer sur quelque chose que je sens que je vais faire sur du long terme. Et donc, j'ai commencé à travailler pour une ONG il y a 5 ans.
Ça fait 5 ans que je travaille avec eux. Je mets justement un terme à mon aventure avec eux là, à la fin de ce mois-ci. D'accord. Je vais m'installer au Rwanda Oh, wow, ok. pour justement développer ces activités de Women in Tech Rwanda, mais pas que. Et donc, je suis en process pour travailler pour des fondations qui auront des missions plus ou moins similaires, mais avec un impact en Afrique, précisément. Donc, en disant que ce que je fais ici depuis 5 ans, j'aimerais pouvoir le continuer, mais sur le territoire, sur le continent africain et à échelle beaucoup plus importante. D'accord. Génial. Donc, génial. Tu passes ce cap-là. Bon, je pense que je sais pas si oui, les auditeurs, pour ceux qui le découvrent, ils savent que moi aussi j'ai passé ce cap-là il y a un an, un peu plus d'1 an maintenant. Ouais. Et que je te félicite. Merci. Et moi je le dis, hein, je l'ai pas, je pense que j'ai jamais dit sur le podcast, mais je pense que c'est une des plus belles choses qui me soit arrivée dans c'est vrai. Bien sûr. C'est génial. Il y a l'aspect où tu de se réinventer, toi, dans un nouveau territoire, comme on disait tout à l'heure, le fait d'être allé en Angleterre, de grandir, tu vois, même si c'est en quelques années. Mais il y a aussi également l'aspect où j'entreprends quand j'arrive là-bas, qui était un rêve d'un jeune enfant, toi. Depuis que jeune enfant, j'ai toujours voulu entreprendre. Et du coup, je me suis découvert. J'ai découvert j'ai découvert une capacité à battre du travail, une capacité à réseauter, à intégrer. Tu vois, j'ai toujours eu cette capacité de réseautage, mais en fait, l'impact que ça a eu, j'ai réalisé des interviews TV. Oui, c'est vrai, j'ai vu. Tu vois, c'est dingue. En moins d'1 an, tu vois. C'est incroyable, ouais. Donc, non, je te félicite. Tu vas découvrir quelqu'un. Bon, je pense que toi, tu l'as déjà vu parce que tu as vécu en Angleterre déjà toute seule. En plus, à un âge encore plus jeune. Ouais. Mais t'inquiète, ça va continuer. C'est tout ce que je te souhaite d'ailleurs. Merci. C'est tout ce que je te souhaite. Et si je peux ajouter à ça, et ça, c'est plutôt pour les auditeurs et auditrices et surtout des convictions personnelles. Mais comme je l'ai déjà dit, pour moi, le continent africain est le continent du futur. Et je suis sûre qu'il y a énormément d'opportunités à prendre qui ne nous seront jamais données. En tout cas en France ou dans certains pays développés, surdéveloppés même, je dirais. Alors qu'en Afrique, il y a quand même pas mal de choses qui commencent à s'implémenter, qui commencent vraiment à se développer. Et je pense que c'est à ce moment-là qu'il faudrait commencer à y aller et justement pouvoir participer à ces beaux projets. Comme tu as dit, tu as pu faire un interview à une télévision, dans une télévision, une chaîne rwandaise. Ouais, tout à fait. Est-ce que c'est des opportunités qui auraient pu se présenter ici en France? 2 d'ailleurs, 2 interviews. En France? Non, au Rwanda. Ouais, j'en ai fait 2, tu vois. Tu vois, c'est quand même incroyable. C'est quand même incroyable. Donc, je vais sûrement, et je pense que je te l'avais déjà dit avant, mais je vais sûrement venir vers toi pour te demander quelques conseils et astuces. Avec plaisir. Et je pense que j'ai quelques personnes aussi avec lesquelles je pourrais te mettre en relation, justement, pour que toi-même aussi, tu parles de ce beau parcours. Et en plus, pour que ça fasse lien aussi avec cet engagement-là que tu as. Et c'est bien aussi d'avoir ces plateformes-là pour atteindre un public plus large aussi. Donc, t'inquiète, on en parle. On en reparlera. On en parle. Ok, du coup, là, on vient sur les questions de la fin. Ça fait déjà 1 heure qu'on a cette belle conversation. Et du coup, les questions de la fin, c'est s'il y a... En fait, la question est en 2 volets. Est-ce que tu peux me citer 2 personnes qui ont le plus marqué ton parcours, mais que tu n'as pas forcément rencontré physiquement, et du coup qui t'ont impacté à travers une œuvre, à travers une pensée, une inspiration? Waouh, 2 personnes que je connais pas qui ont impacté. La première personne que je vais citer, bon, maintenant je la connais. Mais à l'époque, je la connaissais pas. D'accord. Et ça faisait déjà un petit moment que je la repérais et que j'essayais de l'approcher et que j'étais très impressionnée par tout ce qu'elle faisait. J'avais déjà vu des speeches qu'elle avait fait, sa manière de parler, sa manière de faire des discours et son parcours, etc. Elle est assez connue, en tout cas, pour les personnes, on va dire, orientées Afrique ou en tout cas pour des questions d'inégalité sur les thématiques de la jeunesse, notamment du genre. Elle s'appelle
s'appelle Elisabeth Moreno, Ok. ancienne ministre égalité des chances et board member et fondatrice de pas mal d'associations qui sont très en lien avec ce que je fais. Donc, je la connaissais pas, mais voilà, j'ai appris son parcours, j'ai appris tout ce qu'elle a fait et je me suis dit, waouh, c'est impressionnant d'avoir une personne aussi éloquente, aussi compétente et qui arrive à avoir de l'impact, parce que clairement, elle en a. Donc ça, c'est une des personnes qui m'a beaucoup influée, on va dire, et que je ne connaissais pas. Mais maintenant, j'ai eu la chance de la rencontrer et de lui parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Et la deuxième... Tu sèches? Ok, ok. Mais peut-être du coup, qui, à travers une lecture, à travers un film, tu vois, une célébrité. Oui. Tu vois, un parcours qui est toujours là, quand tu y penses, tu te dis, ouais, tout ça donne la force, tu vois. J'en ai trop, en fait. Ah là, tu vois, là, je vais... bon, cite-les, on va garder J'en ai beaucoup, Vas-y. Ouais. Je suis pas mal l'actualité rwandaise. Il y a pas mal de femmes qui sont devenues ministres. Intéressant, tu vois, parce que c'est pas très elles sont pas très connues. Surtout qu'on sait que le Rwanda a un des taux d'égalité, de répartition femmes-hommes. Ouais, on est un des... Enfin, le Rwanda est très bien cité sur ça. Je crois que c'est 60% des femmes qui sont représentées au Parlement, plus précisément. Ouais, donc, clairement, qui votent les lois. Ouais. Et il y a beaucoup de femmes voilà, qui sont PDG, qui sont ministres, etc. Mais beaucoup de femmes inspirantes. Bon, je peux pas toutes les citer, mais bon, des ministres comme Paula Ngabire, qui est par exemple une ministre de tout ce qui est technologie au Rwanda. Tout à fait. Il y a aussi la PDG d'une grande université, de l'université Kepler. Ah oui, ouais. J'ai vu qu'elle a fait un podcast que j'ai pas encore regardé, que j'ai bien envie de regarder d'ailleurs. Oui, j'ai eu l'occasion pas de lui parler directement, mais de la rencontrer sur un événement. Elle avait partagé son parcours et tout ce qu'elle avait fait. C'était hyper impressionnant. Donc, je la connais pas directement, mais je me dis, ça, c'est le genre de rôle modèle dont on a besoin, dont j'ai besoin. Et je suppose même des femmes comme moi, même plus jeunes que moi, ont besoin. Donc, elles sont pas très connues, mais voilà, pour moi, elles sont connues parce que voilà, au Rwanda, dans mon pays d'origine, c'est quand même des personnes qui sont assez influentes et qui ont vraiment de l'impact. Mais voilà. Après, de manière un peu plus cliché, la famille Obama a toujours été une inspiration pour la communauté afro-descendante. Mais Michelle Obama a fait énormément de choses. Son livre en tout cas le premier, il a été un vrai succès et on comprend pourquoi. Becoming. Oui, ouais. je cherchais le titre. Non, que j'ai pas encore lu. J'ai pas encore lu. J'ai vu le truc Netflix, mais j'ai pas encore lu. Ouais. Mais parce que je l'ai déjà feuilleté plusieurs fois, mais j'ai jamais lu. Non, c'est vraiment assez impressionnant. Son parcours et sa manière et sa mentalité et son mindset, c'est pas mal. Vraiment, c'est intéressant. Mais voilà, après, moi, je m'inspire beaucoup des gens que je rencontre. Pourquoi ? Parce que c'est plus facile de se projeter. Et si tu me dis des femmes qui t'ont inspiré, que tu connais, mais là, du coup, la liste s'allonge x30 parce qu'elles sont sur le terrain. Et c'est pas des gens que si je cite leur prénom, on va dire « Ah oui, je vois qui c'est » ou « Elle est connue ». Mais pour moi, c'est plus intéressant d'avoir pour rôle modèle ou référence des personnes enfin, pas forcément qu'on connaît, mais en tout cas qu'on voit, qu'on a dans notre entourage, dont on sait le parcours et qu'on peut comprendre en fait comment on en est arrivé là. Pour moi, c'est beaucoup plus réaliste en fait. Mais c'est toujours très bien aussi d'avoir des rôles modèles plus généraux, on va dire, célébrités, très connus, etc. Mais c'est vrai que moi, quand on me dit rôle modèle, je vais citer ma mère, je vais citer la PDG de ma boîte actuelle, je vais citer, j'ai parlé de la country director de Women in Tech France qui m'a poussé à faire Women in Tech Rwanda, Angela Nazer, ouais. Nazer, donc
toutes ces J'irai femmes-là, regarder, parce ouais, que toutes c'est ces femmes-là, elles ouais. font des choses incroyables, on s'en rend pas compte. Mais si je te cite le CV d'Elisabeth Moreno, on va halluciner. On la connaît quand elle était ministre, mais elle a fait des tonnes de choses avant. Ah, elle était Et elle PDG. continue, ouais. Elle a Ouais, été ouais. PDG, elle a travaillé pour des grands groupes comme Sanofi, comme Lenovo aussi. Elle a D'accord. vécu en Afrique du Sud. Angela Nazer, elle a eu un poste assez décisionnaire dans dans l'entreprise génie électrique aussi. Elle est CFO des Nations Unies actuellement en France. Enfin, c'est des parcours. En fait, je suis même choquée qu'on n'entend pas plus parler d'elle, en fait. Ok. Vraiment. Ok. Donc, ouais, je dirais plutôt que c'est des femmes comme ça bon, des femmes parce que je suis une femme, donc je m'identifie. Et voilà, mais des personnes que j'ai vues et que je vois mettre des choses en place autour de moi, c'est des personnes qui m'inspirent. D'accord. Du coup, la question suivante, c'est est-ce que tu peux me citer 2 personnes que tu as rencontrées, qui ont inspiré ton parcours et qui doivent éventuellement être des invités sur ce podcast? Des Ah, invités sur ce podcast. ouais. Du coup, c'est des gens que tu as côtoyés, Les qui ont gens que j'ai influencé ton podcast. Ouais. côtoyés. Mhm. Là, on vient, et c'est pour ça que ça fait bien la transition avec ce que tu disais tout à l'heure. Ouais. Des gens que j'ai côtoyés qui m'ont inspiré. C'est bien ça. Ouais, qui t'ont inspiré et que tu trouves que ça serait un des bons invités pour ce Bon, podcast. en fait, tu cherches juste tes prochains, tes prochains Et invités. non, oui et non, oui et non. Non, mais en fait, tu vois, il y a deux manières de voir la question. Je cherche, c'est au moyen pour moi d'élargir le panel d'invités, tu vois, mais c'est également un moyen pour moi de comprendre qu'est-ce qui t'inspire, où est-ce que tu trouves que tu puisses ta force et qui tu côtoies. Ouais. Tu vois. Écoute, moi, j'ai de la chance d'avoir des copines qui Ouais. sont incroyables. Oh, wow. Vraiment, comme on dit, je leur fais une grosse dédicace. Mais j'ai une très très bonne amie à moi qui s'appelle Manuela Uraga, qui a un profil très impressionnant parce que elle a un profil très finance. Elle a travaillé dans des grandes banques, notamment Citibank, où elle a fait pas mal de temps aussi là-bas, mais elle a travaillé pour d'autres banques également japonaises. Elle est à Londres. Donc, profil financier, c'est une femme qui, du coup, gagne pas mal d'argent, qui fait très bien, qui gagne très, très bien sa vie, qui est orientée business. Elle est d'origine ivoirienne. Donc, du coup, elle est en train de monter son business en Côte d'Ivoire. En fait, on s'en rend pas compte comme ça, mais c'est un petit bout de femme comme moi, mais en fait, elle est drivée par une très forte ambition, en fait. D'accord. Et elle voit les choses assez loin. Ok. Donc ça, ouais, c'est une très très bonne amie à moi et elle m'inspire. Quotidiennement, elle m'inspire dans tout ce qu'elle fait et elle inspire les autres aussi. Donc ça, c'est très bien. Génial. Et une deuxième personne que j'ai côtoyée qui m'inspire énormément, ma manager actuelle, qui s'appelle Tam Stotou. Elle a un background plutôt recrutement. Mais elle a commencé à peu près en même temps que moi dans l'ONG pour laquelle je travaille. Donc, c'est une personne que j'admire déjà pour son leadership, parce qu'elle m'a accompagnée et guidée jusqu'à présent. Même jusqu'à la fin de mon contrat, elle m'accompagne, elle me guide. Mais c'est une personne que j'admire surtout pour ses qualités interpersonnelles. Ça veut dire que c'est une personne que j'ai jamais vue se mettre en colère. C'est une personne qui, tous les jours, a le sourire. C'est une personne qui, dès qu'elle rentre dans la pièce, l'ambiance change. Et tout de suite, tout le monde est de bonne humeur. Elle met le sourire à tout le monde. Elle a toujours la petite blague pour faire rire les gens. Et c'est vraiment quelqu'un que j'aimerais vraiment devenir comme ça. J'aimerais vraiment pouvoir être cette personne qui arrive à prendre la vie avec pas de la légèreté dans le sens où rien n'est grave, mais dans le sens où, en fait, la vie est belle, en fait, et courte aussi parfois, on s'en rend pas compte. Donc, c'est bien que chaque moment soit agréable
et que le travail soit agréable et que même les situations compliquées, elles soient gérées de manière agréable et vraiment, elle est très, très forte sur ça. Et je l'admire beaucoup parce que c'est une maman de 2 enfants et elle fait un excellent travail et voilà. Donc, j'admire son leadership, j'admire sa personnalité et sa manière d'être de manière générale. Donc, m'inspire beaucoup aussi. Génial, j'aime beaucoup. Et du coup, l'autre question que j'ai pour toi, c'est est-ce qu'il y a une œuvre artistique, donc musique, album, je sais pas, tableau, film. Là, c'est plus difficile parce que j'ai dit que un. Depuis tout à l'heure, je dis deux. Là, c'est une œuvre artistique ou un artiste, tu vois, qui a beaucoup impacté ton parcours. Aïe, aïe, aïe. Ouh là là, ça. Mais il y en a beaucoup aussi, en fait. Il y en a beaucoup. Ça peut être un livre. Ouais. Je peux dire le dernier livre que j'ai lu, Ok, peut-être. vas-y. Ça sera plus simple comme ça. Ouais, vas-y, dis-moi. Bon, c'est très lié avec tout ce qu'on a dit et tout ce que je fais. Bien sûr. Mais c'est Clara Mollet, une femme qui a lancé sa carrière de base dans la finance. D'accord. Et s'est très vite retrouvée la seule femme dans des équipes 100% masculines, Ok. dans des environnements financiers, donc très compétitifs. Et en fait, elle a écrit un livre et elle a énormément étudié les questions d'inégalité du genre et pourquoi. Parce qu'en fait, c'est très sociétal, mais elle explique aussi que nous-mêmes, nous les femmes, on se met de propres barrières nous-mêmes, en fait. Nous-mêmes, on s'est conditionnés à se limiter, à s'auto-saboter. Et en fait, elle explique très bien dans son livre, et j'ai découvert énormément de choses sur l'inégalité du genre et sur comment on se perçoit et comment on se limite. Donc ça, ouais, c'est des œuvres clairement qui me permettent de voir la vie différemment et surtout qui m'aident beaucoup dans toutes les actions que j'entreprends aussi. Okay. Donc voilà, ça c'est une œuvre que je peux citer, on va dire. Mais il s'appelle comment son livre? Les règles du jeu. Les règles du jeu, ouais, ok. Les règles du jeu de Clara Mollet. Elle me l'a offert parce qu'elle participe sur nos événements. Okay. Et elle aide nos étudiantes et elle a eu la gentillesse de nous l'offrir et je l'ai lu et c'est très intéressant. J'ai appris énormément de choses. Génial. À ce niveau-là. Ok. Du coup, là, je pense qu'on a abordé pas mal de choses. Ouais. Et je tiens à te remercier pour d'avoir joué le jeu du podcast Ami Parcours. Et je te souhaite vraiment le meilleur pour la suite de ton parcours. Merci beaucoup. Et je te dis à très vite. À très vite. Merci pour l'invitation. Plaisir partagé. C'était vraiment agréable de passer ce moment ensemble. Et voilà, j'espère t'avoir inspiré pour d'autres invités aussi. Ouais, tu veux là, ça boue en moi là. Tant mieux. Merci beaucoup. Merci. Ciao. Au revoir. Bye. Te voilà arrivé au bout de cet épisode. Merci d'avoir pris le temps de l'écouter intégralement. Si celui-ci t'a plu, n'hésite pas à en parler autour de toi et prends le temps de donner un bon avis sur ta plateforme d'écoute habituelle, surtout Apple Podcast. Pense également à t'abonner pour ne rater aucun nouvel épisode. Tu peux retrouver Ami Parcours sur Instagram, Facebook ou par email. Prends le temps de m'écrire et je me ferai un plaisir d'échanger avec toi. Et surtout, à très vite pour découvrir le prochain parcours.